On va parler aujourd'hui d'un problème de santé très répandu, mais qui avance souvent masqué. Une condition silencieuse qui touche des millions de personnes et qui se cache derrière des symptômes du quotidien. Des trucs qu'on a un peu trop tendance à ignorer. Ça commence souvent comme ça, une fatigue permanente. Le genre d'épuisement qui ne part pas, même après ce qui semble être une bonne nuit de sommeil. Et puis, il y a ça. Ces fringales, ces envies de sucre intenses, surtout juste après avoir mangé. Une pulsion presque impossible à contrôler. Et pour compléter le tableau, cette graisse qui s'installe autour du ventre. Une graisse particulièrement tenace qui semble résister à tous les efforts. Alors, si on met ces trois signes ensemble, la fatigue, les envies de sucre, la graisse abdominale, ça pourrait bien pointer vers une seule et même cause. C'est la question centrale de notre analyse d'aujourd'hui. Et si tout ça, c'était la résistance à l'insuline? Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment au plus profond de notre corps, au niveau de nos cellules. En clair, qu'est-ce que c'est? C'est une situation où le corps produit bien de l'insuline, mais les cellules, elles, font la sourde oreille. Le message ne passe plus, tout simplement. La communication est rompue. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une petite image. Pensez à l'insuline comme à une clé. Et nos cellules, eh bien, ce sont les serrures. Le but de la clé, c'est d'ouvrir la porte des cellules pour y faire entrer le glucose, notre carburant. Quand tout fonctionne normalement, le mécanisme est une merveille d'efficacité. Comme on le voit ici, la clé insuline s'insère parfaitement dans la serrure de la cellule. Hop, la porte s'ouvre. Le glucose peut alors entrer et fournir de l'énergie. Résultat, le taux de sucre dans le sang reste parfaitement stable, tout est sous contrôle. Mais c'est là que les choses se compliquent. Avec la résistance à l'insuline, la serrure de la cellule devient en quelque sorte défectueuse. Elle est comme rouillée. La clé insuline a beau être là, en masse, elle n'arrive plus à ouvrir la porte. Du coup, le glucose reste coincé à l'extérieur, dans le sang. Le pancréas, lui, s'affole et se met à produire encore plus d'insuline, en criant plus fort en espérant forcer l'ouverture. Ce graphique illustre parfaitement l'engrenage. La ligne bleue, c'est la résistance, qui monte, qui monte. En rouge, on voit la production d'insuline qui explose pour tenter de compenser, jusqu'au moment où le pancréas s'épuise et la production s'effondre. Et la ligne verte, c'est le taux de sucre dans le sang qui finit par grimper en flèche. C'est la voie royale vers le prédiabète et à terme, le diabète de type 2. D'accord. Mais alors, comment on peut savoir? Quels sont les signaux, les indices concrets que le corps nous envoie bien avant que la situation ne devienne critique? Alors là, regardez bien, car certains signes sont très spécifiques. L'acanthosis nigricans, par exemple. Derrière ce nom un peu compliqué se cachent des taches sombres, un peu veloutées sur la peau, souvent au niveau du cou ou des aisselles. Ce n'est pas juste un problème de peau, c'est un marqueur très fort, présent dans 70 à 90% des cas. C'est le signe extérieur d'un profond déséquilibre intérieur. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que la résistance à l'insuline n'est jamais un problème isolé. C'est vraiment un carrefour de nombreuses autres pathologies. Pour se donner une idée, elle est impliquée dans près de 70% des cas de syndrome des ovaires polykystiques et 80% des cas de maladie du foie gras. Ça touche vraiment tout l'organisme. Pour en avoir le cœur net, il existe un outil objectif, un test sanguin appelé indice OMA-IR. C'est assez simple, il mesure le rapport entre le glucose et l'insuline à jeun. Si le score dépasse 2,5, c'est le signal que la communication entre l'insuline et les cellules est bel et bien altérée. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, et c'est la plus importante, c'est que cette condition n'est pas une fatalité. Loin de là. On peut agir et il existe une approche très structurée pour y parvenir. La stratégie pour inverser la tendance repose sur 3 piliers qui se complètent. D'abord, on s'attaque aux fondations, le mode de vie. Ensuite, si c'est nécessaire, un soutien médical peut être envisagé. Et enfin, certains compléments peuvent donner un coup de pouce. Le premier pilier, c'est de très loin le plus puissant. Une alimentation à faible indice glycémique, au moins 150 minutes d'exercice par semaine et un sommeil de qualité. Rien que ça peut améliorer la sensibilité à l'insuline de 30 à 60%. C'est juste énorme. Il s'agit en fait de redonner au corps les bons signaux, ceux qu'il est fait pour comprendre. Parfois, les changements de mode de vie ne suffisent pas, ou pas assez vite. C'est là que le deuxième pilier peut intervenir. La metformine, c'est le médicament le plus connu dans ce cas. Son rôle principal, c'est d'aider le foie à moins produire de sucre, ce qui soulage l'ensemble du système. Et enfin, le troisième pilier, les adjuvants. Ce sont des compléments qui peuvent aider à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline. La berbérine, par exemple, est souvent comparée à la metformine pour son efficacité. Le myo-inositol, lui, est très étudié dans le cadre du SOPK. Bien sûr, il faut voir ça comme des outils de soutien, ce ne sont pas des baguettes magiques.
Le message à retenir, au final, est un message d'espoir et surtout d'action. Reprendre le contrôle de sa santé métabolique, c'est non seulement possible, mais c'est à portée de main avec la bonne approche. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. Les études montrent que 70 à 90% des cas de résistance à l'insuline sont réversibles, surtout si on intervient tôt et de manière constante. Ça montre à quel point notre corps est capable de se réguler et de guérir, si on lui en donne les moyens. Et tout cela nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Face à notre environnement moderne, avec le sucre omniprésent et la sédentarité, est-ce que cette condition est encore une anomalie? Ou est-ce qu'elle est en train de devenir une adaptation presque normale de notre corps à un monde qui a changé trop vite pour lui? C'est une réflexion qui, je crois, nous concerne tous. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.